Bienvenue au 84e club Le Figaro International. And the winner is Donald Trump. Auteur d'un comeback comme nul n'en avait réalisé depuis Grover Cleveland en 1892, le 45e président des États-Unis sera donc aussi le 47e. Alors comment a-t-il réalisé cet exploit? À quoi faut-il s'attendre maintenant? Et l'Europe dans tout ça? Nous en parlons tout de suite avec mes invités. Pierre Vimont, bonjour, vous êtes ambassadeur de France, vous avez été en poste notamment à Bruxelles auprès de l'UE et à Washington, vous avez été directeur de cabinet de 3 ministres des Affaires étrangères et secrétaire général du Service européen d'action extérieure, c'est-à-dire la cheville ouvrière de la diplomatie européenne. Isabelle Lebon, bonjour, vous êtes professeure d'économie à l'université de Caen en Normandie et vous venez de publier avec Thérèse Rebière « Les États-Unis au XXIe siècle », fonctionnement du pouvoir, économie, société, politiques internationales chez Ellipse. Dominique Simonet, vous êtes journaliste et écrivain, auteur d'une vingtaine de romans et d'essais, un fin connaisseur de l'histoire et de la politique américaine, un pays auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, co-signés avec Nicole Bacharan, comme Les Secrets de la Maison-Blanche ou encore First Ladies, tous deux édités chez Perrin. Fabrice Naudé-Langlois, bonjour, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Économie, vous avez notamment été correspondant à Moscou et vous êtes un spécialiste de macroéconomie internationale et vous nous aviez annoncé avec une semaine d'avance l'élection de Donald Trump grâce à une étude menée par le Political Forecasting Group sur la base de modèles économétriques combinant les indicateurs politiques et économiques. Vous nous éclairerez là-dessus un peu plus tard. Alors, une victoire sans appel de Donald Trump. D'abord, une question pour chacun de vous. Vous êtes content, vous êtes déçu, vous êtes inquiet, vous êtes effondré? Allez, Pierre Vimont. Surpris quand même, surpris par l'ampleur de la victoire de Donald Trump et le fait qu'en particulier, il ait remporté ce qu'on appelle le vote populaire, ce qu'il n'avait pas fait... bien évidemment en 2020, puisqu'il avait été battu, mais en 2016, non plus. Ouais. Et donc, au fond, quand on essaie d'analyser les facteurs de ce succès, on s'aperçoit que c'est... alors, c'est pas un raz-de-marée, mais c'est pratiquement sur l'ensemble du pays, 4 ou 5 points pratiquement partout que Trump a gagné, à peu près dans toutes les couches de la population. Et ça, c'est y compris dans des États bleus, républicains, démocrates, comme la Californie, par exemple, où il fait beaucoup mieux. Je n'ai pas encore vérifié, mais tout à l'heure, quelqu'un me disait que même à New York, il a progressé, qui est quand même une ville très démocrate. Isabelle Lebon, inquiète, surprise, consternée? Surprise également, puisque... Vous attendiez à une victoire de Kamala Harris? Non. Pas forcément, mais par contre, effectivement, je pense que la véritable surprise, c'est le vote populaire, aucun observateur et aucun institut de sondage, même sur un périmètre où ils sont généralement meilleurs, même si les instituts de sondage américains sont peu réputés pour leur fiabilité. Vous avez une dent contre les instituts de sondage américains. Non, mais c'est effectivement, je pense que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que quand on connaît la qualité, nous, de ce que sont les sondages, par exemple, au premier tour de la présidentielle, où on est vraiment sur des choses très proches des scores qu'il va y avoir, là, effectivement, on dit une marge d'erreur de 3 points de part et d'autre, donc c'est des marges d'erreur absolument considérables. Et de ce fait, les instituts de sondage... oui, on est dans la marge d'erreur. Absolument, on est dans la marge d'erreur sur les États. En revanche, c'est là où ils n'auraient pas dû se tromper, là où ils s'en sondent bien d'habitude, c'est au niveau national. Et là, effectivement, s'ils se sont trompés sur le vote populaire, cette erreur-là est beaucoup plus notable que les autres. Bon, Fabrice Naudé-Langlois, vous aviez, on va y revenir après, vous aviez prévu. Alors, je passe un tour. Dominique Simonet, vous êtes surpris, déçu Surpris aussi, évidemment, parce qu'on s'attendait à quelque chose de très très serré. Tout le monde nous avait dit c'est très très serré. C'est un peu moins serré qu'on ne le pense. Il y a surtout effectivement ce grand chelem là. Hein. On voit à la fois les États clés qui sont tous tombés dans la même... oui, on a une carte qui le montre assez bien. Oui, les 7 quand même. Hein, en gros, il y avait ce qu'on appelle la ceinture du Sud, la Southern Belt.
c'était 3 États-clés pivots qui étaient susceptibles de basculer dans un camp ou l'autre. La Géorgie, la Caroline du Nord et le troisième... non, vous êtes où là? C'était 2 au sud, plus la Pennsylvanie, voilà. Oui, pardon. Bon, en tout cas, il les empoche les 2. Il en empoche 2 sur 3 à ce stade dans ce qu'on appelle le mur bleu. C'est ce que vous appelez le grand chelem. Oui, et puis aussi, effectivement, le vote populaire. Ça va, le vote populaire, c'est-à-dire le vote national hein, pour les auditeurs. Et puis le Sénat. Et sans doute la Chambre. Donc là, c'est vraiment... Là, c'est absolument... C'est les pleins pouvoirs. On va en parler tout à l'heure. Mais... c'est-à-dire qu'un président qui n'aurait pas la Chambre, on a vu les difficultés qu'ont pu avoir les différents présidents et Joe Biden quand il y a une forme de non-majorité à la l'une ou des 2 chambres. Là, c'est là, effectivement, il a les mains libres. Et moi, il faut dire quand même que la Chambre, c'est pas gagné. Enfin, c'est pas fini. Non, c'est pas gagné. On attend encore. Mais ce qui me surprend, c'est peut-être notre incapacité, en tout cas celle des sondeurs, mais peut-être aussi des commentateurs, des hommes politiques, des journalistes, à bien saisir le pouls de la société américaine. Parce que là, on se rend compte qu'il y a quand même une société... ou en tout cas un fragment de la société américaine qui s'est exprimé et qui a dit à la fois son besoin d'autorité, en tout cas son désir d'une autorité. Peut-être est-ce que ce sont ces personnes qui se sentent oubliées, négligées par Washington, à tort ou à raison d'ailleurs. On va explorer un peu les ressorts du vote. Tout de même, vous n'êtes pas surpris, Fabrice, puisque vous aviez annoncé sur des critères un peu objectifs. Vous m'attribuez un grand mérite, mais pour expliquer, effectivement, j'ai coécrit un article avec 2 politologues et économistes français, Bruno Jérôme et Véronique Jérôme, qui eux-mêmes travaillent depuis des années avec plusieurs groupes de politologues américains qui travaillent sur des modèles de prévision des élections, chaque modèle ayant sa propre recette, mais mêlant souvent des indicateurs. Quels étaient les paramètres indicateurs politiques. Alors, chaque modèle est différent. Qui pointait vers une victoire de Trump. Alors, chaque modèle est différent. Certains sont basés sur un mélange de la cote de popularité du sortant, etc. Mais ils mêlent aussi des indicateurs économiques, et c'est là que c'est intéressant, aussi bien des critères objectifs comme le taux de chômage, l'inflation, etc., ou le ressenti de la population par rapport à sa propre situation économique. Et on compare d'élection en élection les différents modèles. Dans les années précédentes, depuis 40 ans, dans 80% des cas, si on faisait la moyenne de ces modèles, ils ne s'étaient pas trompés. Donc dans 80% des cas, ils avaient eu raison. Mais dites-nous sur le fond, qu'est-ce qui pointait vers une élection de Trump? C'est l'économie? En moyenne, il donnait Trump gagnant, mais ils étaient quand même très dispersés. Plusieurs donnaient quand même Kamala Harris gagnante. Mais si on faisait la moyenne de ces modèles, effectivement, ils donnaient Trump devant. Et un des éléments importants, c'est quand même l'économie. On en revient à cette fameuse phrase dans les années Clinton. James Carville, le directeur de campagne de Bill Clinton en 92, pour dire que the economy is stupid, les raisons qui était affiché dans le QG de campagne que les raisons économiques sont importantes. Alors, c'est pas tant les programmes, les promesses économiques qui expliquent le vote que le ressenti de la situation. Et on sort effectivement d'une période d'inflation historique qui a coïncidé avec le mandat de Biden, déclenché par la sortie de la crise Covid, puis par la guerre en Ukraine. L'inflation a atteint jusqu'à 9% aux États-Unis. Elle est bien retombée. Elle est bien retombée quasiment au même niveau qu'en Europe. Mais ce qu'on oublie de dire, quand l'inflation a ralenti, les prix, eux, ils continuent d'augmenter. Et surtout, tous les jours, l'Américain moyen, quand il fait ses courses, il voit que les fruits, les légumes, la viande et l'essence, très important aux États-Unis, sont à peu près 20% plus chers qu'avant le Covid, voire 30-40% dans certains États. Ça a beaucoup joué. Et pardon, je termine. Ils attribuent la responsabilité de cette situation à l'administration Biden, quoi qu'elle ait fait.
Je crois que c'est un élément qu'on a un peu oublié, peut-être à cause de la personnalité envahissante de Trump, qui fait qu'on ne supporte pas, ou au contraire, on l'adore. C'est qu'au fond, si on regarde ça comme une élection normale, l'équipe sortante, c'est-à-dire quand même Biden et du coup Harris, qui est mêlé à ça, était extrêmement impopulaire. En fait, on a un peu oublié pendant l'élection que Joe Biden avait la cote de popularité la plus basse de pratiquement tous les présidents des 20 ou 30 dernières années. Elle est encore tombée depuis qu'il s'est retiré. Alors, elle a continué à... Il est vraiment le lame duck, le canard boiteux, comme on dit. Et donc, il y avait cette espèce de grande colère contre le bilan du gouvernement sortant, de l'administration sortante. Et au fond, Kamala Harris, un peu par loyauté vis-à-vis de Biden, n'a jamais voulu se dissocier. Et donc, du coup, et c'était sans doute très, très difficile. Et puisque vous pointez sur la candidate, c'est vrai qu'il n'en a pas été question dans le discours de Trump, et elle s'est volatilisée de la soirée électorale, donc finalement, elle semble avoir disparu du tableau, mais en réalité, elle porte une responsabilité, bien entendu, dans sa propre défaite. Est-ce qu'elle a donné une vision de l'Amérique à laquelle aient pu s'identifier les électeurs? C'est bien le problème. D'ailleurs, on voit cette image qui résume un peu la situation. Je ne sais pas si vous avez vu, ou vous le verrez dans les vidéos, cette image de la fête, en tout cas du meeting qui était préparé des démocrates. C'est écrit Harris sur le grand écran, et ce ne sont que des chaises vides. Et donc, parce que les participants sont partis à partir du moment où on leur a dit que ça a été annulé. En fait, ça a été annulé. Et il y a effectivement il y a eu une grande difficulté de la part de Kamala Harris et des démocrates à affronter d'abord cette bête de scène qu'est Donald Trump, ce personnage qui laboure en permanence le même sillon, qui ne va jamais essayer d'aller au centre, il laboure la même chose, et même allant dans les excès jusqu'à des propos racistes, xénophobes, misogynes. Comment réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il faut monter sur le ring? Est-ce qu'il faut employer d'autres méthodes? Les démocrates n'ont pas arrêté de changer de stratégie, et je pense que c'est très difficile aussi d'avoir un langage de raison raisonnable face à quelqu'un qui parle avec l'émotion, ou même le langage de vérité par rapport au mensonge gagne pas toujours. Et les démocrates, j'en termine par là, ont aussi eu beaucoup de mal à se rallier, cet électorat dont je parlais, qui est les gens qui se sentent oubliés. Et le lien n'a pas été pris. Il faut dire qu'elle a eu... C'est Trump qui est devenu et le parti républicain qui est devenu le parti de Trump, absolument. Oui, non, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'elle a eu une campagne particulièrement courte, puisque normalement les élections américaines ne se passent pas du tout comme ça. On n'a pas quelques mois de campagne. Celui ou celle, enfin généralement celui qui va concourir, ceux qui vont concourir, ils ont 2 ans de campagne derrière eux. Leurs programmes sont dits, redits, réaffirmés. Ils ont eu même le temps de vérifier ce qui imprimait, ce qui n'imprimait pas dans la population. Elle n'a pas du tout eu effectivement ce temps-là. Elle a particulièrement cultivé l'esquive aussi. Alors elle a complètement... C'est-à-dire quand on lui demande son avis, elle répond à côté. Oui, puis quand on lui parle de son... Alors là, j'abonde parce qu'effectivement, quand on lui a parlé de son bilan, elle a parlé de son projet, et donc la plupart des questions, elle n'y a effectivement pas répondu, mais elle n'a jamais trouvé non plus de punchline peut-être suffisamment simple à détacher de son programme qui puisse imprimer dans la population. Et Donald Trump, alors, c'est quoi son appel? Parce qu'on a parlé de sa rhétorique, un journaliste avait expliqué qu'il fallait ne pas le prendre au mot, mais le prendre au sérieux, alors que la plupart des journalistes font l'inverse, à tort. Mais quand même, il parle à son public, il a ratissé large, comme vous l'avez souligné, Pierre Vimont. C'est toujours un mystère, la puissance d'attraction de Trump, ou bien on commence à comprendre pourquoi les gens se rallient à lui? S'il y a un mystère Trump, c'est moins dans cette personnalité envahissante, parce que, il faut bien le dire, c'est un homme de communication, c'est un homme de, comme on dit chez les Américains, d'entertainment. Et au fond, là où il a le mieux réussi ces dernières années, c'était avec ses émissions de télévision réalité. Il y a d'ailleurs un film qui raconte ses années formatives, etc. C'est assez distrayant. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens ont voté pour lui?
uniquement à cause de cette personnalité et malgré le fait qu'il y a plein de choses qui auraient dû normalement les gêner, à commencer bien évidemment par l'attaque du Capitole du 6 janvier dernier. Oui, ils ont passé l'éponge sur quelque chose quand même d'inédit dans l'histoire américaine. Absolument. Et là, vous avez beaucoup de gens qui disaient ouvertement qu'ils allaient voter pour Trump et auxquels on disait, mais quand même, il y a eu l'affaire du 6 janvier, qui disaient, oui, je suis d'accord, c'est absolument inacceptable, mais ça ne m'empêchera pas de voter quand même pour lui, précisément pour ce que vous disiez, parce que, Philippe, parce que vous le prenez trop au pied de la lettre et vous ne écoutez pas sérieusement ce qu'il a à dire et qui correspond exactement aux raisons de notre colère et de notre... Son public, en général, est capable de finir ces phrases qui, si on les prend de manière littérale, n'ont aucun sens. Ouais. Mais elles font beaucoup de sens pour ses supporters. Est-ce que dans son programme économique, le fait de baisser les impôts, de lever les réglementations, est-ce que tout ça aussi fonctionne, je veux dire, auprès du public américain? Alors, je crois peut-être plus que ce qu'il a promis. Il y a ce souvenir dans le public américain des 4 années Trump. En 2016, on ne savait absolument pas à qui on confiait les clés. C'est un fou, quelqu'un de totalement incontrôlable, etc. Il a quand même été 4 ans président des États-Unis et la majorité des électeurs, manifestement, en a gardé plutôt un bon souvenir sur le plan notamment économique. Et effectivement, le mandat a coïncidé avec une période de prospérité. De dépasser les obstacles liés à sa personnalité quand les gens se sont souvenus de la présidence Trump. Je pense qu'ils ont finalement validé la présidence Trump, même s'ils avaient quelques réticences sur la personnalité de Trump. Oui. Et on a l'impression qu'ils ont un peu oublié même la fin du mandat Trump avec la crise Covid, où Trump a été parfois négationniste, a eu des positions quand même parfois difficiles à suivre sur la manière de réagir face à l'épidémie. Mais finalement, là aussi, on a l'impression que le public a passé l'éponge et on veut à la limite plus à Biden, qui pourtant a dépensé des milliards et des milliards d'argent public pour soutenir les ménages, comme Trump aussi l'avait fait au début. Mais on a l'impression qu'ils ont gardé le souvenir de 4 années où l'Amérique se portait bien, où il n'y avait pas de hausse des prix. Et c'est resté. Alors, dans les faits, c'est étonnant et intéressant à noter quand on dit que presque toutes les couches de la population, en tout cas, ont augmenté leur vote pour Trump. Il y a l'effet de la population des latinos. Oui. Alors, il y a quelques sondages sortis des urnes, il faudra voir plus finement, avec des études plus poussées, mais des sondages sortis des urnes, qui sont des photographies aujourd'hui, montrent que 45% des latinos ont quand même voté pour Trump. Oui. Alors que si vous écoutez juste le discours démocrate, c'est un affreux raciste, il veut tous les mettre dehors. Justement, donc c'est quand même assez... paradoxal en apparence. Ces points marqués par Donald Trump auprès des minorités, auprès des Afro-Américains, des Latinos, il a limité les dégâts sur le vote féminin. Pardon. Comment on s'explique tout ça? Trump a l'air de diviser le pays auquel il s'adresse, et finalement, on a l'impression qu'il a réussi à rassembler. Je crois c'est pas un paradoxe. Je pense qu'il avait réussi à faire un agrégat, en fait. D'abord, un agrégat de colère et des gens qui ne sentent pas vraiment un ressentiment. Il y a son discours que moi je qualifie de populiste, qui est de dire l'Amérique va très très mal et je suis l'homme providentiel. Et je suis l'homme aussi. Moi, vous voyez, je suis l'homme fort, qui vous comprend, qui vous reconnaît, qui va vous enlever le poids de toutes ces interventions extérieures. Oui, mais on disait en 2016 qu'il était le sauveur, en gros, de la majorité blanche. Et là, on voit que les Afro-Américains, les Latinos, sont très nombreux, et de plus en plus nombreux, à le soutenir. Oui, mais parce qu'il parle aussi aux hommes. Je pense que, malgré tout, une partie de l'Amérique, parce que c'est une partie seulement quand même, mais a voté pour un homme fort, qui les rassure, et qui tient un discours cohérent, même s'il est excessif, mais cohérent. Alors qu'en face, il y a une maman bienveillante, avec un beau sourire, mais on n'a pas bien compris ce qu'elle voulait, donc... Par sécurité, je vais voter pour le patriarche. Je pense qu'il y a un réflexe comme ça aussi simpliste. Bien vivement. Et peut-être ajouter quand même un point, il faut relativiser les choses. Nous sommes tous un peu sous le choc de cette élection, mais quand vous dites les hispaniques et les noirs ont voté pour lui, non, la majorité de ces deux communautés ont voté quand même... Il a marqué des points. Voilà, il a gagné des points par rapport pour Kamala Harris, même si en réalité le vote des démocrates, le vote en particulier de ces communautés en faveur de Biden en 2020 était supérieur.
Mais à chaque fois, quand vous regardez précisément, c'est quoi, 4-5 points au niveau national? Ça suffit pour donner la victoire de Trump. C'est pas le raz-de-marée. Il me semble avoir entendu pendant la soirée électorale un chiffre, alors je ne sais plus si c'était dans un État en particulier ou en général, mais d'une avance de Biden en 2020 de 32 points dans le vote latino, qui avait fondu pour Kamala Harris à 8 points seulement d'avance. Oui. Dans l'électorat latino. Dans plusieurs comtés, vous avez tout à fait raison, et c'est très, très impressionnant. L'autre chose qui est très impressionnante, c'est d'autant plus surprenant que l'équipe démocrate avait beaucoup joué et beaucoup espéré sur le vote féminin, c'est qu'on voit aussi que dans la catégorie des femmes blanches, classe moyenne, etc., le vote en faveur de Kamala Harris a baissé, là aussi, par rapport à Trump. Donc, au fond, dans toutes les couches de la population, le vote démocrate a reculé. Si je peux rajouter une chose sur le vote féminin. Je pense qu'il y a eu aussi une tendance, beaucoup des démocrates, enfin des deux équipes, à faire une pixelisation de l'électorat avec telle catégorie qui pourrait faire basculer dans le Michigan, etc. Et qu'en fait, vous voulez dire, au lieu d'avoir un discours un peu plus général et fédérateur, immédiaté et donc assez incohérent de la part des démocrates, alors que Donald Trump avait un discours encore massif, sans la moindre aspérité. Et le vote des femmes, par exemple, on a dans les derniers jours de campagne, beaucoup de commentateurs ont dit, mais bon, les femmes risquent elles peuvent faire basculer, parce que vous voyez, il y a une différence. Il y avait 10 référendums, parce qu'il y a aussi on vote quand les Américains ont voté pour la présidentielle, mais aussi pour des députés. Oui, il y a beaucoup de votes. Il y a beaucoup de votes, et notamment, il y avait 10 référendums dans 10 États différents sur l'avortement. 7 ont été remportés en faveur de l'avortement, soit pour faire tomber des barrières, soit pour élargir la possibilité d'avorter, qui est un problème, pas simplement un problème de liberté aux États-Unis, c'est un problème vraiment une crise sanitaire qui est grave. Ce qui veut dire que des femmes sont allées avec leur bulletin, ont coché « Je suis pour l'abolition de cette restriction d'avortement » et après, ou avant, on votait Trump. Split ticket, comme on dit. Oui. Absolument. Oui, Isabelle Lebon. Et effectivement, et même dans les États dans lesquels le référendum n'a pas garanti le droit à l'avortement, comme en Floride, il a quand même été majoritaire au sens habituel du terme, puisque c'était en Floride, il fallait 60% des voix. Voilà, pour que et donc soit il a adopté. quand même eu 57% des voix. Et effectivement, il n'y a pas eu du tout de parallèle. Enfin, il y a peut-être eu un petit parallèle entre le vote pour Kamala Harris et le vote en faveur du droit à l'avortement, mais de fait, les deux se sont disjoints, et ça, c'est alors peut-être qu'il faut expliquer qu'effectivement, l'idée, c'était ça va aider les démocrates, puis dans ces 10 États où les électeurs ont à se prononcer sur l'avortement. Oui, puisque de fait, c'est la Cour suprême qui a été largement nommée précédemment, dans son mandat précédent par Donald Trump, qui a permis que l'arrêt de la Cour suprême qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral ait été annulé. Alors bon, il est élu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On va d'abord écouter un peu un extrait de la réaction de Donald Trump lors de son speech de victoire, on va dire hier soir, même si pour nous c'était ce matin, aux horaires européens. They came from all corners, union, non-union, African-American, Hispanic-American, Asian-American, Arab-American, Muslim-American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. Dominique Simonet, c'est nouveau, non? Il veut unifier les Américains, il ne veut plus les diviser? Mandier, si on était surpris tout à l'heure, moi j'étais surpris par son discours, effectivement, où d'un seul coup il était apaisé, comme si, bon voilà, j'ai gagné, j'ai pris il y a eu un petit peu d'hyperbole pour dire, bon, c'est le plus grand mouvement politique que l'histoire ait jamais
porté, mais à part ça, il était plutôt d'un ton... Oui, et il a même fait apaisé. la publicité du livre de Mélania, qui était là, tout sourire avec ses lunettes noires. Il a dit que son vice-président avait un cerveau remarquable. Oui, donc elle est sortie de nulle part, Mélania, parce qu'elle était, moins qu'on puisse dire, pas présente du tout. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les femmes autour de Trump n'ont plus de rôle, parce que sa fille Ivanka s'est écartée de la politique pour faire du business, mais le parti républicain est aux mains de Lara Trump, qui est sa belle-fille. Mais oui, il avait l'air apaisé. Bon, je pense que c'est. Vous croyez à une métamorphose de Trump numéro 2 ? Non, je crois que Trump reste Trump, il n'a jamais varié. Je pense qu'il fera ce qu'il dit. Et qu'il essaiera d'appliquer sa politique. Je dis bien il essaiera parce qu'après, il y a toutes les contraintes de l'application. Oui, mais enfin, s'il a les pleins pouvoirs qu'on a évoqués. Absolument. Pierre Vimont, vous êtes un optimiste de nature. Non, je partage tout à fait ce point de vue. Parce que nous sommes déjà passés par là. Après la tentative d'assassinat de Butler cet été, tout le monde a pensé qu'on allait voir apparaître un nouveau Trump consensuel. Touché par la grâce. Touché par la grâce dans la figure d'une sorte de Christ américain qui allait rassembler toute la société. Ça a duré au mieux 1 ou 2 jours et il a retrouvé ses penchants. Je ne pense pas qu'à 78 ans, on va beaucoup le voir changer. Non, ce qui est différent, et c'est ça qu'il va falloir observer, c'est qu'il a cette fois-ci, contrairement à 2016, l'expérience du pouvoir. Oui. Et il a vu ce que c'était que le pouvoir de gérer l'État américain, et Dieu sait si c'est une machine qui est difficile à gérer. Et donc la question est de savoir si aujourd'hui, en 2024, et pendant les 4 années qui viennent, il va en tirer des conséquences, mais pas simplement les conséquences dont il a déjà parlé, qui va se venger de tous ceux qui n'ont pas été loyaux et qui va virer la moitié de l'administration américaine. Oui, il est question de remplacer 20 000 personnes, alors au lieu de 4 000 à 5 000. Absolument, même s'il a pris ses distances avec ce programme qui lui était présenté par le Heritage Foundation, il reste que la question est de savoir si en matière économique, en matière de politique étrangère, etc., il tiendra compte de ces 4 années précédentes et si on le verra évoluer d'une manière différente. Et la première, je dirais, le premier test, ce sera le choix de ses collaborateurs, à la fois à la Maison-Blanche et dans les différents ministères. On va voir très vite le profil de ces nouveaux responsables. Fabrice Naudet-Langlois, oui, il y a eu beaucoup d'interrogations ces derniers mois sur qui, effectivement, allait l'entourer. Il y a un job pour Elon Musk, apparemment. Oui, il a été dit que lors du premier mandat, il y avait encore ce qu'on dit en anglais des adults in the room, des adultes dans la pièce, des personnes responsables qui avaient notamment l'expérience des militaires, l'expérience de l'administration, et qui, pour certains l'ont raconté après coup, assurent. Alors peut-être qu'ils refont un peu l'histoire, c'est facile une fois qu'on a quitté l'administration de dire mais nous on a essayé de le contrôler, de l'empêcher de faire certaines bêtises, on est resté pour ça. Et j'ai interrogé pas mal de grands patrons américains au forum de Davos en début d'année, qui étaient pour certains assez inquiets, même si beaucoup étaient républicains dans l'âme, mais disaient effectivement, est-ce qu'il y aura des gens pour un peu le contrôler ? Est-ce qu'il est capable de faire n'importe quoi ? Ça ne paraît pas beaucoup plus improbable que pendant le premier mandat ? Parce que précisément, il aurait tiré les leçons de tout ce qu'on l'a empêché de faire, c'est du moins ce qu'il dit et sa vision des choses. On l'a empêché de faire beaucoup de choses dont il était convaincu qu'elles bénéficieraient au pays. Donc il est plutôt probable. Donc vous vous attendez à ce qu'il y ait moins d'adultes dans la pièce. Ah oui. Et que ce soit donc plus échevelé, plus... Oui, plutôt. Alors après, il s'entoure effectivement de quelqu'un qui a marqué la campagne, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui est à la tête du réseau ex-Twitter X, qui a 220 millions de followers, rien que pour son propre compte. Et combien de milliards sur son compte en banque ? 265. Oui. 270 milliards. Hein. Il n'en a donné que 135. Donald Trump, c'est quand même... 135 qui a montré... millions. Musk est un personnage, pour le coup, qui est aussi fantasque. Et qui va être chargé de faire maigrir l'administration. Oui, c'est ce que Trump a dit. Exactement. Il a dit qu'il pourrait appliquer à l'administration ce qu'il a fait chez Tesla, de réduire les coûts. Trump a évoqué le fait d'éliminer le ministère de l'Éducation nationale. Alors évidemment, je parle sous le contrôle de vous autres experts. Le ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose, le même rôle qu'en France, dans un État centralisé. Mais ce serait malgré tout un symbole. Mais finalement, quel sera le rôle d'Elon Musk ? Ça va être Il faut s'attendre à un gouvernement fédéral qui fonde, remis au régime. Oui, c'est ce qu'il veut. Et effectivement, il veut faire des purges de fonctionnaires, il veut
envoyer l'armée aux frontières, il veut réduire, supprimer, même voire le ministère de l'Éducation. Et si ça marche, ça va donner un exemple à tous les autres. Mais le cas d'Elon Musk, je voulais revenir dessus parce que c'est très important. D'abord, ça a été le symbole quand même de la campagne. Ça a joué un rôle parce que c'est l'idée de l'Amérique qui gagne, l'Amérique qui réussit. C'est aussi, d'ailleurs, quand je parlais de l'agrégat de l'électorat, il y a aussi les plus riches, les gens de la tech, les gens de la finance, qui se sont alliés aussi au petit peuple. Tout ça mais Elon Musk, il joue un rôle absolument considérable maintenant. Pas simplement parce qu'il est l'homme le plus riche du monde, mais parce qu'il y a SpaceX, qui est quand même la société, la compagnie qui est le premier partenaire de la NASA. Il n'y a pas d'activité spatiale sans Elon Musk aujourd'hui. D'ailleurs, Musk avait dit qu'il prenait un gros risque parce que beaucoup de ses affaires dépendent des commandes du gouvernement. Alors, il y a un programme lunaire, on n'en parle pas assez d'ailleurs en France, mais il y a un programme lunaire qui a été lancé. La première sonde, le premier vaisseau a fait quelques petits tours de Lune l'an dernier. Ça doit continuer, ça s'appelle le programme Artemis, mais c'est fait avec un morceau, un atterrisseur d'Elon Musk. Pour vous donner un exemple, il a son réseau Starlink qui a joué un rôle en Ukraine, et il semble que d'ailleurs qu'il ait négocié avec Vladimir Poutine le fait d'éteindre Starlink pendant une opération militaire russe, et qu'il veuille priver les Taïwanais, aussi pour faire plaisir à Vladimir Poutine, du réseau. Xi Jinping, il a Tesla, et donc il y a un problème énorme s'il est nommé... on peut faire une émission en soi sur Elon Musk et son impact politique, géopolitique. On le fera peut-être d'ailleurs. Mais comment ce monsieur va contrôler l'administration fédérale alors qu'il il reçoit des crédits d'impôt, il est le principal client, il y a un conflit d'intérêts considérable. Oui, mais les conflits d'intérêts, honnêtement, n'ont jamais fait peur à Donald Trump, et probablement encore moins au deuxième mandat. Isabelle Lebon. Alors, je dirais quand même, dès son premier mandat et en 2016, si on regarde le programme qui avait été le sien et ses promesses de campagne, on a parlé des impôts qui avaient effectivement baissé. De ce point de vue-là, son programme a abouti, mais il y avait déjà une purge de l'administration qui était promise à hauteur de 1%, et quand même 1% de réduction de l'administration par an, c'est énorme. Et donc, effectivement, c'est peut-être ça qu'il a été empêché de faire. Et la dérégulation a été aussi mise en œuvre. Il y a eu énormément de règlements administratifs contraignants pour les entreprises qui ont été supprimés. Voilà, en matière écologique, notamment. Il y a encore une chose qu'il faudra absolument voir, parce que ça va donner tout de suite la tendance, ce sera les décrets, les fameux executive orders, qui sont quand même extrêmement puissants aux États-Unis, notamment par rapport à son propre programme économique, c'est-à-dire, par exemple, les droits de douane peuvent se prendre sous forme d'executive order dès le premier jour à la Maison-Blanche. C'est ça aussi qui va nous donner une tendance. Ouais. Fabrice a évoqué le risque de guerre commerciale. Avant d'y venir, est-ce que il y a quand même une question fondamentale que beaucoup d'ailleurs les démocrates l'ont brandi. Est-ce que la démocratie américaine est en danger? Pierre Vimont ? Je ne suis pas sûr. Enfin, juste revenir une seconde sur ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis tout à fait d'accord, mais pour rappeler quand même, on a un peu oublié l'administration Reagan, mais c'est très intéressant. En fond, sans le dire, Trump puise beaucoup de ses idées dans Reagan, Ronald Reagan. Ronald Reagan, c'était déjà Make American Great, et c'était déjà celui qui disait l'État est un problème et pas une solution, et qui avait déjà le projet de fermer des administrations, ce qui n'a pas réussi à faire. Et d'ailleurs, la déclaration hier soir de Donald Trump avait des accents réganiens, optimistes, pour une fois. Oui, le problème, c'est que Reagan avait comme objectif de réunir la société américaine, de la faire travailler ensemble, alors qu'on a toujours l'impression que chez Trump, c'est à peu près l'inverse. C'est un camp contre l'autre. Pour revenir à votre question sur la société américaine et la démocratie américaine, moi, je suis toujours un peu partagé parce que tout le monde voit qu'en effet, elle est polarisée, elle est fracturée, et tout le monde craint que ce soit un camp contre l'autre, etc. Et en même temps, c'est le signe d'une formidable vitalité. Là, elle a bien fonctionné. Elle a d'abord bien fonctionné. Je ne connais pas les derniers chiffres de la participation, mais ils sont plutôt en augmentation, en règle générale. Et donc, les gens sont allés aux urnes. C'est une affaire vraiment personnelle. Alors, comme souvent aux États-Unis, avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'affrontements,
mais on ne peut pas, et pour en revenir aussi à l'économie américaine, avec toutes les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui, c'est quand même une économie qui connaît aussi une reprise bien plus forte qu'en Europe, et avec une vitalité d'un certain nombre d'entreprises, notamment dans la technologie, qui est quand même très impressionnante. Oui, au point que l'Europe est un peu distancée. Oui. Isabelle Lebon, votre livre parle des institutions. Est-ce que vous voyez une menace sur les institutions américaines avec le retour de Trump au pouvoir ? Alors, je pense que c'est ce que l'on verra s'il y a effectivement, si beaucoup de gens se font virer, vous m'excuserez du terme, dans l'administration, et au lieu des 4000 qui ça suffira pour dire que la démocratie est menacée, ça ? Ça dépend qui. Mais par exemple, si on commence à se débarrasser des juges, et notamment des juges qui ont été désagréables... On ne se débarrasse pas des juges, il les nomme. Il nomme des juges qui pensent comme lui. C'est ce qu'il a fait dans son premier mandat. Alors, il y a des juges qui sont élus aussi, en fait. Ils sont pas... Ceux-là, justement, ils sont hors d'atteinte du pouvoir fédéral. Ils sont hors d'atteinte du pouvoir fédéral. Mais il peut instrumentaliser la justice, voilà, il peut contourner le Congrès. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut déjà, pour ceux qui lui étaient reprochés au niveau fédéral, se pardonner lui-même de ce qu'on pouvait lui reprocher au niveau fédéral. Il faut en dire un mot, les procès, c'est fini. Alors, en tout cas, pour... Oui, c'est fini, je crois. C'est fini, là. Voilà, c'est fini. Il avait déjà eu une immunité, virtuelle donnée par la Cour suprême. Par la Cour suprême. Là, il va s'auto-amnistier et le reste... Voilà. Oui, il y avait 4 procès au pénal. Il y en a un qui a été jugé, il a été condamné. L'application de la peine doit avoir lieu le 26 novembre. Mais bon, on va voir si le juge prend le risque. Alors qu'il aura le statut de président élu et pas de président en exercice, qui va déjà être ce qui est un statut particulier d'entre deux. Et les 3 autres procès qui sont avec des charges pas minimes quand même, insurrection, tentative d'acheter des voix. Justement, vous voyez une menace sur la démocratie américaine potentiellement ? Je pense que là, la justice ne fera pas son travail. Déjà, c'est un peu inquiétant pour la démocratie. Ensuite, est-ce qu'il va... Il a dit aussi, il est tellement excessif qu'il a dit qu'il allait poursuivre Kamala Harris, que ses adversaires étaient des ennemis. Le procureur de New York, un certain nombre de... Il peut le faire. Est-ce qu'il le fera ? Est-ce qu'il ira jusque-là ? En tout cas, on se dirige vers une forme de société un peu nouvelle, avec cette espèce d'animal... politique hybride, de libéralisme échevelé et en même temps de conservatisme des valeurs libéralisme et autoritarisme. Autoritarisme égale illibéralisme. Je ne suis pas sûr que ça corresponde vraiment à ce qu'on entend en société illibérale, parce que c'est quand même une démocratie moderne, très entreprenante, mais il y a les valeurs traditionnelles, il y a aussi la donnée religieuse qui compte dans ce vote. Il y a des gens qui ont aussi... voter Trump parce qu'il défend la famille traditionnelle, peut-être aussi même des nostalgiques d'une Amérique en noir et blanc des années 50 avec la femme à la maison, comme il l'a dit d'ailleurs, et l'homme qui décide de tout. Il a même dit « je protégerai les femmes, qu'elles le veuillent ou non ». C'est quand même ça résume assez bien son point de vue. Donc voilà, il y a... Oui, c'est assez curieux parce qu'on a l'impression quand même sur ce plan-là, en tout cas, on a Musk d'un côté qui vit dans la science-fiction et qui est déjà sur Mars, et de l'autre côté, on a une Amérique qui regarde dans les années 50 et qui vit avec la femme derrière le foyer. Fabrice Langlois, dans les analyses que vous avez menées là avec ce groupe d'économétrie, la défense des institutions, c'était un paramètre pris en compte ? Non, ça arrivait assez bas dans les préoccupations. Les Américains ne sont pas inquiets ? Enfin, à travers les sondages qui ressortaient... En fait, nous, en Europe, peut-être qu'on joue à se faire peur, c'est ça ? Par contre, et que les Américains ne le voient pas du tout comme nous ? C'était pas dans les sujets de préoccupation majeurs, évidemment plus chez les électeurs démocrates que républicains. Par contre, moi, je voulais pointer quelque chose qu'on n'a pas tellement évoqué, c'est quand même le rapport incroyable de Trump aux faits, à la vérité, et quelque chose qu'on a quand même beaucoup observé depuis la campagne qui a précédé son élection en 2016, cette avalanche considérable de fake news, de fausses nouvelles qui sont répandues tous les jours sur les réseaux sociaux. Et on sait très bien que Trump ment massivement
à longueur de temps et qu'il y a un rapport à la vérité, aux faits qui est totalement qui risque de ne pas changer. Pour moi, c'est ça le vrai second risque mandat pour la démocratie, davantage que les institutions. Oui. Il a été élu par une majorité d'électeurs. Mais ça, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller et qui est très préoccupant. Oui, un petit mot pour abonder totalement dans votre sens, c'est très important. C'est sans doute le plus important. C'est-à-dire qu'il a réussi à construire un monde d'ailleurs aussi, il y a une partie de son électorat qui a voté parce qu'il était persuadé que les démocrates truquaient l'élection. Donc il a réussi à construire un monde de faux semblants, de vivre dans un décor avec cette pratique du mensonge, de la calomnie, et c'est très difficile d'opposer la vérité au mensonge. C'est le mensonge qui gagne à force d'être répété. Et la vérité, se mettre d'accord sur le vrai et le faux, se mettre d'accord sur le fait que ce décor est bleu et non pas vert. Moi, je suis un peu daltonien, alors. Oui, sauf pour les daltoniens. On est un mauvais exemple. Mais c'est la base minimale du consensus. C'est ce qui fait justement la démocratie. Orwell disait, quand il n'y a plus de vérité objective, il n'y a plus de démocratie. Et ça, c'est le mensonge, c'est la corrosion de la démocratie. Et ça, c'est effectivement, vous avez raison, c'est effectivement le plus inquiétant. Pierre Vimont, oui, je voudrais qu'on parle aussi, il nous reste 10 minutes, de l'international. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi faut-il s'attendre? On peut faire un lien exactement avec ça. Parce que oui, le mensonge, vous vous souvenez ce qu'avait dit sa conseillère, Madame Conway, en 2016 ou début 2017, quand elle avait dit, mais c'est complètement faux. Et elle avait dit non, c'est une réalité alternative. Alors que malgré toutes les images qui montraient que pour l'inauguration de Barack Obama, il y avait 2 fois plus de monde, il disait non, c'est faux, c'est moi qui ai beaucoup plus de monde. Donc c'est ça. Pour en venir à la politique étrangère, je trouve que c'est exactement pareil, parce qu'il y a une réalité alternative de la vie internationale chez Trump. C'est-à-dire que ce que tous les autres grands dirigeants pensent en termes d'alliés et d'adversaires, qui est notre allié, qui est notre adversaire, Trump fait exploser cette classification. Pour lui, ça n'a aucun sens. Les alliés sont des gens contre lesquels il peut se battre en permanence, les Européens en particulier, qu'il estime aussi dangereux que la Chine, notamment dans le domaine économique ou commercial. Et en revanche, on voit très bien qu'il a beaucoup de mal à assimiler Poutine à un adversaire. Et qu'au fond, il a envie de discuter avec lui parce qu'il ne le voit pas du tout comme le leader d'un pays qui a attaqué un autre pays, l'Ukraine, et qui menace les autres pays de l'Europe. Donc ça veut dire que c'est pour nous, dans le reste du monde, ça va être aussi un choc, ou une onde de choc, ou une révolution aussi violente que pour les Américains? Oui, parce que je crois que c'était son ancien ministre de la Défense qui disait, Mad Dog Mattis, qui disait on a un problème avec Trump, c'est que là où, par exemple, Churchill disait la force d'une puissance, ce sont ses alliés, quand on lui explique ça, il ne comprend pas. Non pas qu'il soit un imbécile, mais c'est une logique à laquelle il n'adhère pas, parce que dans sa logique, le monde extérieur, c'est un monde de transactions. C'est pas du tout un monde où on fait des réflexions stratégiques avec des alliés. C'est un monde où on fait de la transaction avec et en particulier les Européens qui sont vus comme des pilleurs de tirelire américaines. Avec ses alliés comme avec ses adversaires. Et dans ce monde-là, ce qui compte, c'est quand on est en face d'hommes forts, pas de femmes fortes, d'hommes forts. Et donc, Poutine, Xi Jinping sont des hommes forts avec lesquels il estime que voilà, il pourra établir un dialogue, des transactions. Les Européens sont tous des faibles et donc ils ne représentent aucun intérêt pour lui. Il n'aime pas non plus les organisations internationales. En fait, on a vu tout ça déjà dans le premier mandat de Trump. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même logique ou à quelque chose de plus systématique encore, Isabelle Lebon? Je vais me permettre de revenir un tout petit peu en arrière pour dire qu'il y a quand même une autre chose, et vraiment je vais très vite, sur lequel il a quand même sapé par son influence sur le Parti républicain les bases habituelles de la démocratie américaine, c'est toute la question des accords bipartisans. Parce qu'on se fait élire d'un côté ou de l'autre, mais après on coopère. Et dans beaucoup de choses. Dans le fonctionnement interne de la démocratie des institutions, c'est-à-dire du Congrès.
Oui. c'est-à-dire à ce qui se passe au Sénat et à la Chambre des représentants. Et il a interdit absolument à distance aux républicains du Congrès, que ce soit à la Chambre ou au Sénat. Il n'a pas eu besoin de les pousser beaucoup quand même. Non, je pense que vraiment c'est largement son influence qui a fait que ce qui était toujours les bases de la démocratie américaine n'a plus fonctionné. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement récent, parce que même si on s'oppose dans l'élection, après on travaille ensemble. Et ça n'a pas été le cas. Et là, c'est exactement, je me permets le grand écart, ce sera le cas aussi avec ses alliés à l'international, et notamment les Européens, qu'il ne veut surtout pas voir en groupe. C'est son cauchemar, et qu'il faut regarder les uns à côté des autres, puisque effectivement, l'Europe est grande, mais chacun des pays européens est petit, et donc on va aller chercher l'accord le plus favorable possible, et donc c'est surtout pas avec l'Europe qu'il faudra discuter, l'Europe qui n'a effectivement, comme vous le disiez, pas d'homme fort. Deux points d'inquiétude importants, c'est l'OTAN, l'avenir de l'OTAN, et le risque de guerre commerciale. Commençons peut-être par le risque de guerre commerciale. Fabrice Naudé-Langlois, d'où viendrait-il? S'il applique 10% de droits de douane à tous les produits européens et 60% aux Chinois, il y a un effet domino qui crée une guerre commerciale planétaire. Oui, ça veut dire pour les Européens, par exemple, une plus grande difficulté à vendre nos produits. Les Allemands sont très inquiets. L'Allemagne est en récession. Son modèle est en train de s'écrouler. Notamment à cause il n'aime pas beaucoup les Allemands, bizarrement. Il est d'origine allemande, Donald Trump, mais il n'aimait pas Mme Merkel. Pas certain qu'il aime beaucoup mieux Olaf Scholz. Il y avait cet après-midi, parmi les réactions, une note de l'Institut économique allemand IFO qui est très inquiet pour l'économie allemande. Si Trump et ce risque de guerre commerciale, d'engrenage de guerre commerciale est réel? Ah oui. Oui, parce que ça, comme le disait Isabelle, il n'a même pas besoin du Congrès, il suffit de signer des décrets pour augmenter les tarifs douaniers. L'Europe sera obligée, alors sera-t-elle divisée, comme on l'a vu avec les voitures chinoises, ou fera-t-elle bloc? Elle sera obligée de riposter, c'est-à-dire de mettre des droits de douane, c'est le seul moyen de se défendre, des droits de douane sur les produits américains, et on peut rentrer dans un cercle vicieux qui va augmenter les prix. Alors, à la fin, c'est le consommateur américain aussi qui peut le payer avec un retour de l'inflation. Mais en tout cas, ça peut être vraiment mauvais pour l'économie mondiale et l'économie européenne en premier. 5 minutes, l'OTAN, il faut s'inquiéter, Pierre Vimont. La force de dissuasion de l'OTAN, c'est quand même le poids de l'investissement américain dans la sécurité européenne. Absolument. Non, il faut s'inquiéter pas tant d'un départ de l'Amérique de l'OTAN, je ne le crois pas, parce que Trump peut voir l'OTAN comme, là encore, un gage avec lequel il peut jouer, un atout dont il peut se servir. Et aussi un moyen de vendre des armes aux pays européens. Vendre des armes et un moyen de faire pression sur chacun individuellement, comme vous le disiez, bilatéralement avec chacun de ses partenaires pour lui dire, si tu veux continuer à bénéficier de la protection américaine, alors il faut m'acheter plus d'armes. Et puis peut-être, et c'est plus grave encore, il faut que tu me soutiennes vis-à-vis de la Chine, pour ma politique au Moyen-Orient, etc. Et là, vous assistez à une sorte de dislocation progressive de l'Europe. Et donc, c'est là le danger pour l'OTAN, c'est qu'au fond, la cohésion de l'OTAN soit remise en cause. Et je ne parle même pas de ce qui se passe actuellement en Ukraine et du conflit en Ukraine, où s'il se met, là encore, comme il l'a menacé, en quelque part en retrait, ça rendra les choses beaucoup plus... S'il arrête l'aide, qu'est-ce qui se passe? Il se passera que tout le fardeau sera sur les Européens et que pour Vladimir Zelensky, il faudra qu'il choisisse entre continuer une guerre d'attrition de plus en plus meurtrière ou commencer à réfléchir à quelque chose d'autre. Et on peut même très bien imaginer, d'ailleurs je trouve que quand on y réfléchit, on est exactement dans la même situation, c'est Suez 1956, l'intervention franco-britannique au Moyen-Orient, arrêté par l'Union soviétique et l'Amérique, le président Eisenhower. On peut se retrouver en Ukraine avec une situation où, au fond, la Russie et les États-Unis ont un intérêt commun à arrêter cette guerre et que l'Amérique ferait pression sur les Européens. Ferait pression sur les Européens en disant arrêtez. Ouais. Arrêtez. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir les Européens défiler, aller à Canossa, mettre un genou à terre devant Donald Trump, faire un Miami, le flatter?
Non, il faudrait plutôt s'attendre à voir les Européens se réunir, se mettre d'accord et lancer un certain nombre d'initiatives européennes. Ça, c'est ce que vous espérez. Mais est-ce que c'est ce que vous attendez? Non, moi, je ne vois pas les Européens quand même aller... encore que, un par un, on ne sait jamais... Vous allez être plus optimiste sur l'Europe que Pierre Vimont, là Non, mais je pense que... Alors, c'est vrai que les optimistes diront que ça donne un coup de fouet, que d'une certaine manière, l'Europe a été bien obligée de réagir. Mais bon, il y a aussi des initiatives bilatérales que Donald Trump va favoriser. Et il peut jouer les uns contre les autres. Il y a une réunion à Budapest jeudi, chez Viktor Orban, qui, lui, a déjà promis de sabler le champagne. J'ai lu que notre correspondant à Bruxelles raconte que certains dirigeants européens redoutent qu'il organise une visioconférence avec Donald Trump pour que chacun puisse le féliciter de vive voix. Pierre Vimont... Il y a déjà un dirigeant qui a dit qu'il ne pourrait malheureusement pas venir, Pedro Sanchez. Alors il a une bonne excuse, mais je ne serais pas étonné peut-être qu'il y en ait un ou deux autres. Vous redoutez une division des Européens face à Donald Trump, que chacun essaie de jouer ses cartes? Chacun joue un peu sa partition tout seul, oui, parce que c'est ce qu'ils ont fait en 2016, en réalité. Et bien évidemment... Ils n'ont pas retenu la leçon, donc? Non, parce que dans la perspective quand même d'un possible retour de Trump, il y a quelques mois, tout le monde s'était interrogé à Bruxelles s'il ne fallait pas préparer cette éventualité et travailler ensemble. Et au fond, les Européens ne l'ont pas vraiment fait. Le seul domaine où les Européens, si je comprends bien, sont en train de travailler, c'est le domaine commercial, où il y a une task force à Bruxelles. Et où là, l'Europe a vraiment un poids qui peut peser dans la négociation. Alors, elle peut avoir un poids, mais vous voyez bien que, même si c'est important, le commerce, mais par rapport à tous les autres défis qu'une administration Trump va poser à l'Europe, qui n'est pas simplement l'OTAN, l'Ukraine ou le Moyen-Orient, mais qui est le changement climatique, la concurrence. Vous parliez d'Elon Musk, mais Elon Musk, la dernière fois qu'on en a entendu parler au sein de l'Union européenne, c'était dans son conflit avec Thierry Breton, vous vous souvenez? Et depuis lors, tout ce qu'il a dit contre les différentes directives qui ont été adoptées. Et vous voyez bien combien, si Elon Musk se retrouve au cœur de cette future administration Biden, l'une de ses cibles favorites va être toute cette législation prise par les Européens dans le domaine du digital, y compris la récente directive sur l'intelligence artificielle. Et donc là, il y a pléthore de conflits possibles et ça va venir. Il nous reste 30 secondes. Le climat, il faut dire un mot sur le... Pléthore de conflits possibles. Un tour de table très très rapide. Votre instinct vous dit quoi? Ça va bien se passer finalement ou ça va aller mal? Alors, Isabelle Lebon, vraiment d'un mot. Je dirais que les Européens ont totalement anticipé, en réalité, en augmentant leurs dépenses militaires jusqu'au 2%. On est prêt alors? Réalisé, surtout dans l'Europe de l'Est, en achetant massivement des armes. Et en grande partie, ils attendent. Un mot, vous pensez que l'Europe est prête? Non, je pense que l'Europe n'est pas prête, qu'elle va réagir. Et juste un mot, il y a le climat, la question du climat. Parce que oui, mais on n'a pas le temps sur la question du climat. Tout déréguler, mais ça va être gigantesque. Oui. Fabrice Langlois, on est prêt, on n'est pas prêt? Très pessimiste sur l'Europe, très divisé. Pierre Vimont, le mot de la fin? Relativement pessimiste. Relativement pessimiste. Bon, très bien. Désolé. Nous suivrons le dossier, comme on dit. Merci à tous les quatre de votre analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.